Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Jordan Ibon. Jordan est kiné et il est aussi trailer et il lui est arrivé quelque chose qui aurait pu lui coûter la vie. Alors avec Jordan, on s'est rencontrés lors du DU Trail Running de Grenoble et je n'avais absolument pas conscience et connaissance des problèmes qui lui étaient arrivés. Vous allez le voir, cet épisode est assez touchant et je vous recommande de l'écouter et de suivre les recommandations de Jordan pour la santé de tous. Très très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Jordan et avec Jordan on s'est rencontrés lors du DU Trail Running de Grenoble, un magnifique DU, n'est-ce pas Jordan? Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Encore un qui vient du DU. C'est vrai, je vais On a, finir renco- par faire toute la promo. ouais, on a rencontré plein de gens fabuleux. C'est ça, c'est ça. Autant des intervenants réguliers là qui sont intervenus sur le podcast, autant des participants, des élèves, je sais pas trop comment on doit nous appeler, des apprenants du Ouais, début que j'ai reçu, hein, j'en ai reçu quelques-uns maintenant. Il y a eu Ludovic, il y a eu Chloé, Valérie. Ah, ça commence à faire, hein. ouais, et Ouais, puis c'était extrêmement intéressant et enrichissant le fait que, en fait, ce DU, on soit vraiment tous issus de milieux complètement différents, de par notre profession, de par notre pratique du sport, du trail, de la course à pied, etc. On était tous différents et du coup, au moins les échanges étaient hyper enrichissants, hein, et hyper variés. c'est ça. Ça allait de quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel sur une activité comme moi, qui est juste là pour faire du podcast et en apprendre un peu plus sur sa passion, jusqu'au chirurgien orthopédiste qui était là aussi. C'est ça. C'était ça qui était très enrichissant, effectivement. Alors Jordan, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, écoute, moi je suis kiné, j'ai 29 ans, j'habite et je bosse en Savoie, sur la commune de Courchevel, donc en ce moment c'est assez sympa. À l'origine, je viens du Nord, donc j'ai grandi à Lille, j'ai fait mes études de médecine et de kiné sur Lille, et après j'ai beaucoup bougé. J'ai fait un an à Toulouse, je suis allé ensuite quelques mois à La Réunion, et c'est là où j'ai découvert l'attrait du trail. Voilà, donc j'ai commencé vraiment à courir là-bas. Ensuite, en rentrant, j'ai déménagé directement dans les Alpes pour avoir aussi bien un terrain de sport pour l'été avec le trail et les intersaisons, et puis l'hiver avec le ski, etc. Disons que je viens d'un milieu, enfin, j'ai toujours fait énormément de sport, beaucoup de basket en compétition, ça c'est mon sport principal, et puis après de la natation, etc. Et un peu tout type de sport. Vu ta taille, ça m'étonne pas. Ouais, c'est vrai, je suis pas si petit. Mais du coup, la course à pied pour moi à ce moment-là, c'était clairement pour le sport. Jamais je prenais une paire de baskets pour aller courir. Je trouvais ça chiant à mourir, si on a le droit de, si tu me pardonnes On a, l'expression. on a tous les droits ici. C'est très bien. Et en fait, il y a juste en intersaison l'été, avant de reprendre la saison de basket et tout ça en août pour se remettre un peu au niveau, où j'allais courir de temps en temps dans les champs, etc. Bon, c'était sympa, mais je dépassais jamais 8-10 bornes parce que vraiment c'était une contrainte d'y aller, quoi. Et en arrivant à la Réunion avec des amis, on s'est mis à s'entraîner, on s'est mis à faire des randonnées. Les randonnées, on a voulu les faire plus rapidement. Et finalement, avec des paysages et du dénivelé, tout passe beaucoup mieux. Voilà. Ouais, surtout ceux de la Réunion, c'est vrai que C'est ça. C'était pas ça. mal comme mise en jambe. Mm. C'est presque cliché hein, pour un kiné d'aller faire un petit passage à la Réunion. Il y en a énormément. Ouais, ouais, tous les bons l'ont fait. Non, c'est vrai que c'est super sympa et que il y en a, enfin, ouais, il y en a énormément qui y sont et j'ai des amis qui y sont restés. Voilà, écoute, Mm. t'y es Ah, allé à La Réunion, tu sais ce que c'est. c'est un des avantages de ce métier, de toute façon, de pouvoir être mobile assez facilement et il y a du boulot partout en plus, si j'ai bien C'est compris. ça. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et puis t'en as déjà interviewé certains. Chacun a sa façon de travailler, chacun a un peu ses aspirations. Et puis c'est hyper varié. On peut vraiment se spécialiser dans tout ce qu'on veut en fait. Voilà.
Mmh. Et alors toi, du coup, la course à pied, tu disais que c'était vraiment un moyen utilitaire pour progresser sur ton sport, mais qu'est-ce qui maintenant, en fait, t'attire dans ce sport-là, si ce n'est la découverte des paysages? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que ça t'anime et que tu pratiques ce sport? Eh ben, écoute, ouais, c'est vrai que la découverte, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Le magnifique panorama qu'on a là. Quand j'ai habité 3 ans en Haute-Savoie et le premier trail, je courais pas mal, je me suis mis à courir beaucoup. Et le premier trail où on s'est inscrit, c'était avec mon collègue Florian à l'époque, qui est kiné aussi et tout ça, qui se reconnaîtra si un jour il écoute. Et on s'est lancé un défi en se disant, viens, on s'inscrit dans un trail dans quelques mois, et on s'est inscrit à un trail entre Morzine et Avoria, le trail des Hauts-Forts. Il y avait 22 kilomètres. Pour un premier trail, c'était pas mal. Donc après, en fait, on s'est entraîné pour, et, euh, et puis du coup, on est parti là-dessus. Je crois que c'est le meilleur souvenir de trail de ma vie, puisqu'en fait, c'était sous l'orage du début à la fin. On a même eu de la grêle en haut alors qu'on était au mois d'août. C'est c'est bizarre à dire, mais finalement, j'étais mauvais. On était vraiment dans le milieu du peloton. On a rencontré plein de gens, on s'amusait, on discutait, on avait enfin, aucune envie de performer en fait. On voulait juste finir et s'amuser. Et finalement, tout part de là. Et après, une fois qu'on en a fait un, bah, je crois que tout le monde est d'accord. On a envie d'en faire d'autres. Dès qu'on a fini, on s'inscrit déjà à un autre, etc. Et c'est parti comme ça. Et en fait, depuis, j'ai fait beaucoup de trails. Euh, ouais, en compétition, j'avais jamais fait plus de maratrail, tu sais, 42 bornes. Mais j'avais pour objectif, avant mon accident, on y reviendra, mais de faire aussi, de progresser petit à petit sur des longues distances parce que j'aime bien ça. Voilà. C'est vrai que c'est souvent le schéma qu'on retrouve et dans le podcast, j'en reçois, beaucoup de gens qui ont ce parcours-là et de commencer par des petites distances et il y a toujours, quasiment toujours en fait, cette volonté d'augmenter les distances et je retrouve rarement en fait, des personnes qui ont plutôt l'envie d'aller vers, aller plus vite sur certaines distances, qui resteraient plus courtes, tu vois? Parce qu'on pourrait se Mhm. dire que ça pourrait être un schéma qui serait tout aussi, enviable, respectable, puis, OK quoi. Mais je sais pas, le plus souvent, c'est l'envie d'augmenter les distances, et toi, tu te retrouves aussi dans ce schéma-là, à ton avis, pourquoi? Ouais, je pense que la vitesse, c'est plus difficile. Ben, c'est bête, mais tu, quand tu te mets dans le rouge vraiment pour performer sur des courtes distances, c'est difficile, faut avoir envie, il faut avoir le mental. Et je pense que sur les longues distances, comme tu diminues ta vitesse, tu as aussi quelque chose où tu profites plus, en fait, je dirais, je pense. Après, moi, j'ai fait ça sur très long, si tu veux. J'ai fait comme distance maximale en trail, en course. J'ai fait un peu plus à l'entraînement, mais en course, c'était 42 bornes. Euh, mais j'ai mis 7 ans à arriver à faire 42 bornes, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais des 10 kilomètres, des 20 kilomètres, etc. Et à chaque fois, j'essayais d'être bon dans ces distances avant de progresser. Donc j'ai un peu les deux aspects. J'ai pas voulu tout de suite passer à de la longue distance, j'ai voulu d'abord être bon et avoir relativement des bons résultats, tu sais, sur des courses plutôt courtes, avant de me donner le défi d'augmenter la distance. C'est pas le Mmh. cas de tout le monde, donc je sais pas si Non, peut-être non, une c'est sûr différence. que souvent on retrouve, l'envie, d'augmenter d'un trail à l'autre, hop, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et puis avec l'âge, tu sais, tu sais bien que finalement on préfère faire du long que du rapide. Ça joue aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui rentre aussi en compte, c'est que quand, tu vieillis, tu plus enfin, on dit qu'on est plus apte, à aller taper des longues distances plutôt que de la vitesse, même si on trouvera des contre-exemples évidemment, hein. Mais bon. Oui, clairement. Et toi aujourd'hui, donc, dans tes patients, tu retrouves, beaucoup de coureurs, de trailers. Tu trouves que, tu constates aussi que ce sport, est en plein essor, en plein boom? Ouais, ah bah ça, clairement, ça fait déjà quelques années, mais la dynamique reste la même, hein. J'ai l'impression que c'est un peu exponentiel. Tout le monde se met un peu à courir. Avec le Covid et les confinements, c'est un sport facile. Ici, enfin, on a de la chance, hein, en montagne et tout. Les réels confinements n'ont pas trop eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tout le monde en profitait pour aller courir et aller s'oxygéner dans les forêts. Il n'y avait pas de risque de contamination. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la course pendant ce temps-là, finalement.
Et oui, j'ai beaucoup de patients. Je crois que maintenant, tous les villages, toutes les stations, enfin, tous ceux qui ont du dénivelé autour de chez eux font leur trail ou veulent faire leur trail. Euh, et j'ai de plus en plus de patients qui courent. Moi, j'ai fait beaucoup de formations sur la course à pied, aussi parce que dans tous mes patients, peu importe le sport, j'ai des patients sportifs du dimanche et puis des patients qui font du haut niveau et dans plein de disciplines. Et en fait, le point commun qu'on leur retrouve tous, c'est qu'ils doivent tous courir. C'est-à-dire que même en ski, en préparation physique, ils ont de la course à pied. Ils ont de la préparation physique généralisée, de la PPG, etc. Mais ils ont aussi de la course à pied. Et dans tous les sports, on court. Donc c'est vraiment un dénominateur commun. Et si on gère la maîtrise de la course à pied, si on gère, bah, comme on a vu au DU, la planification de l'entraînement, etc., pour la course à pied, finalement, on peut l'adapter à tous les sports. Je trouve ça hyper intéressant, du coup. Et C'est ça me vrai sert pour tous mes que patients. c'est vrai que du coup, toi, tu es passé d'un stade où courir pour courir, c'est chiant à mourir, à j'accompagne des personnes qui courent, je cours moi-même et je me forme vraiment spécialement là-dedans. Ouais, Le c'est gap est vrai. énorme. Ouais, après, je pense qu'on est nombreux à avoir, enfin, commencé comme ça, entre guillemets, mais à pas trop aimer la course de base sur des terrains plats, et puis à être arrivé au trail, finalement, directement, en fait. À pas Est-ce que avoir tu évolué de l'athlé au trail. est-ce que tu crois que c'est un peu aussi, alors j'aime pas taper sur le système scolaire, hein, c'est pas ça l'idée, mais Hmm. est-ce que tu penses que ça a aussi un lien avec l'école qui nous apprend pas à aimer ça? C'est possible, effectivement, tourner autour d'un terrain où si t'es bon, t'as une bonne note, et si t'es pas bon en rapidité, t'as une mauvaise note. C'est sûr que c'est pas forcément, je pense, la meilleure des choses pour valoriser tout le monde, quoi. Et on le voit bien, il y a des gens rapides, il y a des gens qui sont très endurants mais qui sont lents, etc. Et puis voilà, après, je sais pas comment on pourrait faire mieux parce que dans l'enseignement du sport, il y a aussi un côté notation puisque c'est l'école. Est-ce qu'on pourrait faire des barèmes différents? Sûrement. Maintenant, je suis pas apte à te dire ce qu'il faudrait faire à l'éducation nationale au niveau des sports, mais ça dépend où on habite aussi. Si tu veux, ici, les gamins, depuis que je suis arrivé ici, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en sport, ils font du ski de fond, ils font du ski, ils font du trail. Tu vois, les sports qu'ils font sont complètement différents que notre GRS, notre acrogym, le lancer de javelot et l'escalade qu'on pouvait faire en plaine, tu sais. Enfin, moi, sur Ouais, c'est l'île, par vrai. exemple, Ouais. c'est pas les mêmes sports, hein. Mmh. C'est vrai qu'en Bretagne, on fait de la voile à l'école. Ah ouais, bah c'est pas Mmh. mal aussi, hein. Mmh. J'ai Mmh, jamais c'est fait vrai. ça non plus. Par contre, des pyramides, on en a fait, hein. Bon, d'ailleurs, si quelqu'un qui nous écoute a en contact le ministre des Sports, eh bien, mettez-moi en relation, puis on traitera de ce sujet. Ça peut être hyper intéressant. Ouais. Ok, cool. Eh ben, écoute, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être intéressant parce que j'avais jamais pensé à ça vraiment ou réfléchi et approfondi le sujet sur le podcast, mais je suis issu de ça aussi, hein. Moi, pour moi, courir pour courir, si c'était pas après quelque chose, ça servait à rien, c'était chiant. C'est ça. Je courais après la balle orange. Voilà. Voilà. Mm. Maintenant, et puis, ceci dit, c'est presque toujours ça, puisqu'on prend plus de plaisir pendant les courses. Et les courses, c'est courir après les autres, tu sais. Il y a un défi personnel, mais il y a aussi l'ambiance générale sur les trails, sur les courses. Je pense qu'il faut en avoir fait pour comprendre ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu présent aussi. On préfère les courses que les entraînements, souvent, hein. Même si tout le monde dit que c'est le chemin qui doit être le plus beau, et blablabla, blablabla, n'empêche que, Ouais, c'est ça. n'empêche D'un point de que, vue santé, c'est vrai. oui. C'est-à-dire que toi, tu es pratiquant d'ultra, t'en parles beaucoup, tu as beaucoup d'intervenants sur le podcast, ils le sont. Euh, Finalement, on sait à peu près tous qu'un ultra en soi, pour la santé, pour l'appareil locomoteur et tout ce qui est musculo-squelettique, c'est pas très bon. Mais en fait, le chemin à parcourir pour y arriver, tes années d'entraînement qu'il y a avant, et du coup ton hygiène de vie, c'est largement bénéfique. Par contre, pour ton corps, et voilà. Donc c'est le chemin à parcourir pour y arriver qui est bénéfique. Et finalement, la course en elle-même, c'est court, mais c'est pas ça qui est bon pour la santé. En général, tu tires un peu trop dessus pour que ce soit bon pour la santé à ce moment-là. Hmm. Je pense Et qu'on est c'est, tous d'accord là-dessus. Mais et puis tu me rates si je me trompe. et c'est pour ça que c'est important de ne pas en faire trop.
parce que si tu cumules toute cette préparation avec cet effort qui est hyper intense et qui va te fracasser, et que tu n'observes pas une période de récupération suffisamment importante, c'est là où ça peut commencer à devenir dangereux. Même si, encore une fois, on va trouver des contre-exemples, des Alexandre Bouchex, des Lucas Papi, des personnes comme ça qui sont capables d'enchaîner tous les week-ends des distances pas possibles. Dans la majorité des cas, ça reste pas hyper bon et recommandé. Ouais, qui font un volume d'entraînement monstrueux et qui ne se blessent pas et qui enchaînent les courses et tout ça, effectivement. Moi, je me bats avec mes patients hein, sur ça. Bah, t'en as déjà parlé beaucoup et il y a des spécialistes en la matière sur le podcast qui sont venus et qui ont parlé mieux de ça. Mais pour moi, la base, et je leur dis tous, c'est le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Après, l'entraînement vient seulement après et tout ça, quoi. Mais le problème de base en général de la majorité des gens qui se blessent, bon, il y a le surentraînement, c'est sûr, trop vite, trop fort, mais il y a aussi tout ce qui est hydratation, alimentation et sommeil. J'ai peu d'athlètes qui dorment suffisamment, tu vois, dans mes patients. Ça, c'est un problème de société, hein, je pense, avec. Tu vois, quand tu vois que Netflix dit que son principal concurrent, c'est le sommeil, ça, c'est pas pour rien, quoi. C'est génial Je la comme. connaissais pas celle-là, mais oui. Bah oui, hein. Écoute, C'est c'est incroyable quand tu dis bah, son principal concurrent, c'est Canal+, Amazon Prime. Non, non, c'est le sommeil. c'est ça. Alors du coup, toi, ton parcours, tu nous l'as dit, il a été quand même sacrément progressif, mais il a été stoppé par, tu nous l'as dit, un petit mot, par un accident. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, 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 effectivement. Comme quoi, même quand on fait attention, qu'on dort bien et qu'on s'hydrate et qu'on se nourrit et qu'on connaît ce qu'on fait, il peut nous arriver des trucs. C'est merveilleux le trail, mais ça peut aussi être dangereux. Voilà, c'est l'idée. En juin 2019, sur un trail ici dans la commune où j'habite, à Beauzelle, juste en dessous de Courchevel, bien un trail qui est super. Et la distance phare, on va dire, enfin, c'est le maratrail, donc 42 km et 2700, 2800 de dénivelé. J'étais entraîné pour, donc pas de souci jusque-là. Donc je me suis inscrit, je suis parti, tout allait bien ce jour-là, et je me suis senti bien tout le long du trail. Voilà. Euh, Sauf que bah, je me suis réveillé 3 semaines plus tard, enfin réveillé c'est ce qu'on peut dire, hein, mais en réanimation, intubé, ventilé, dialysé, etc. Ça fait un choc. C'est c'est bizarre, tu sais pas ce qui t'est arrivé, tu comprends pas. Toi, tes derniers souvenirs, tu étais en train de courir et tout allait bien. Et en fait, j'ai fait un accident métabolique. Voilà. Donc là, c'était une hyperthermie maligne à l'effort. Euh, Tu vois ce que c'est, je crois, parce qu'on en avait déjà parlé, mais en gros, le corps Ouais, qui mais si tu peux surchauffe. l'expliquer pour les Ouais, auditeurs. c'est ça. En quelques mots, c'est vraiment le corps qui surchauffe, qui n'évacue pas suffisamment la chaleur produite par l'organisme lors de l'effort, en fait. Donc ça survient généralement quand il fait très chaud, très humide, mais ça peut aussi, et ça les gens ne le savent pas, arriver quand il fait très froid, parce que tu te couvres beaucoup. Donc quand ton corps est très chaud, tu transpires, tes différentes couches t'empêchent d'évacuer la chaleur, et finalement tu fais une hyperthermie alors qu'il fait moins 10 degrés. Et ça, il y a des cas qui ont été documentés. Et effectivement, c'est pas la première chose à laquelle pensent les secouristes quand ils arrivent. Voilà. Mm. Donc voilà, bien sûr, il y a eu d'autres complications, parce que j'ai eu aussi une rhabdomyolyse associée, une insuffisance rénale aiguë. C'est quoi rhabdomyolyse? La rhabdomyolyse, en gros, c'est une lyse, c'est une destruction des cellules musculaires, euh, due notamment à l'hyperthermie, etc., ou à un effort excentrique très important et tout ça. Et en fait, tout le contenu des cellules se libère dans la circulation sanguine, et du coup, il y a plein de troubles, on va dire, chimiques, etc., dans le corps qui s'en suivent. Euh, Et l'insuffisance rénale aiguë, enfin, voilà, je pense que tout le monde voit un peu de quoi il s'agit, qui arrive souvent suite à une déshydratation, etc. Enfin, c'est une détérioration des fonctions rénales pendant ou après l'effort. Voilà, donc moi c'était un tableau où j'avais un peu les trois associés, mais dû à l'origine à l'hyperthermie. Euh, voilà, ça a été très compliqué. Euh, bon,
C'est difficile d'en parler, tu vois. Ouais, Mais bon, je ouais, sens que c'est encore un peu jeune aussi, hein, ça a ça fait 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, ouais. Mm. Ouais. Donc ouais, voilà, donc j'ai eu 3 semaines de coma. Pendant ce temps-là, j'ai eu 5 opérations. J'ai fait 2 arrêts cardiaques où ils m'ont réanimé. Ils sont quand même sympas à l'hôpital, hein. Encore des héros. Euh, du coup, j'étais dialysé, ventilé, intubé, etc. J'ai eu 2 greffes hépatiques. Donc j'ai été greffé du foie une fois, puisque le foie, bah, c'est le filtre de l'organisme, c'est lui qui prend le plus suite à la rhabdomyolyse et tout ça. Il a été, bon, on va dire, vraiment affecté. Donc j'ai dû être greffé en hyper-urgence. Finalement, après ça, j'ai eu une hémorragie massive et, euh, et un arrêt cardiaque, etc. Donc le greffon, il n'a pas trop aimé. Ils ont réussi à me réanimer, mais bon, bah, le greffon n'a pas tenu. Et après, il se trouve que il y avait quand même très 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 peu de chances que je survive. Ils ont eu l'occasion d'avoir un nouveau greffon, et là, j'ai servi de cobaye. C'est-à-dire que l'idée, d'après ce qu'on m'a dit après, puisque tu étais dans le coma, mais je relate un peu tout ce que j'ai récupéré comme information, mais c'est pas forcément exactement comme ça que ça s'est passé. Mais ils se sont réunis et ils ont dit bon, il est jeune, il fume pas, il boit pas, il est très sportif. Le fait que je sois professionnel de santé a peut-être joué aussi, on va dire, dans la balance. Et il se trouve que, bon, ils ont dit, OK, on a la possibilité d'avoir un nouveau greffon. Est-ce qu'on le tente? Est-ce qu'on le tente pas? Et finalement, bon, ils se sont dit, si on le tente pas, on saura jamais. Allons-y. Voilà. Et donc, il y avait très peu de chance. Ils avaient dit à ma famille qu'il y avait presque, que ça risquait vraiment, vraiment beaucoup de ne pas fonctionner. Et finalement, je suis encore là, tu vois. Donc, Mm. la deuxième a fonctionné. Ça a été très dur, les suites, hein. Je suis resté 2 mois en réanimation et en post-réa, tu sais, en surveillance à l'hôpital. Après, j'étais complètement paralysé. Donc, il a fallu réapprendre à bouger, à marcher. J'ai perdu 25 kilos. Je fais 1m94. Tu l'as dit au début, je suis un peu grand. Je faisais 90 kilos en poids de forme, parce que je faisais 6 ou 7 fois du sport par semaine, tu vois, donc pas mal. Et en sortant là de l'hôpital, j'en faisais 65. Donc moins 25 kilos, 65 kilos pour 1m94. J'avais vraiment la peau sur les os et je suis allé en centre de rééducation pour réapprendre à marcher, à bouger, etc. Et c'était loin d'être sûr que je récupère déjà mes facultés mentales et puis mes facultés physiques. Donc que je me relève, que je remarche, etc. C'était déjà vraiment compliqué, mais la vie est belle. À part ça, tout va bien. Que demande le peuple? Bah maintenant, oui, ça a l'air d'aller pour le mieux. Euh, Est-ce que, alors j'ai beaucoup de questions à te poser sur Vas-y. l'événement en lui-même, mais on va commencer de la base. Est-ce que cet événement, il aurait pu être évité par une action de ta part Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu faire que tu n'aies pas ça, en fait? Ou qu'est-ce qui a fait que tu l'as eu et comment tu aurais pu l'éviter? Alors, forcément, il y a des choses qui auraient pu être faites. Et maintenant, moi, je n'ai aucun souvenir des 5 derniers kilomètres de la course. Si tu veux, je me suis effondré. Pour les gens que je connais qui m'ont vu arriver, ils m'ont vu revenir dans le village et m'effondrer à 500 mètres de la ligne d'arrivée. C'est relativement dommage, quand même. Hmm. Ils auraient pu me traîner jusqu'à la ligne, mais non, ils m'ont mis do not finish. Et ça m'a mis un coup. Non, je rigole. T'as même pas eu ta médaille finisher. Ah, c'est incroyable. Des incapables. Mais voilà, je me suis effondré en fait, et ils m'ont vu arriver en titubant, en courant, mais en titubant. Mais moi, j'ai aucun souvenir des 5 derniers kilomètres. Donc en fait, c'est assez typique, hein. J'ai discuté avec beaucoup de professionnels du milieu, avec des spécialistes en hyperthermie maligne. J'ai eu des rendez-vous à Lille, j'ai eu des rendez-vous téléphoniques et tout ça avec un chercheur à Saint-Étienne. Enfin, des gens s'intéressent à mon cas parce que pour la recherche, c'est intéressant. Et ils m'ont dit qu'en gros, c'est assez typique d'une hyperthermie où finalement ton cerveau il déconnecte avant le reste. Dû à l'hyperthermie, etc. Ton corps il peut monter à 41, 42 degrés, ce qui est morbide, hein. Et, euh, et du coup, ton cerveau déconnecte avant le reste. Donc tu t'en rends pas compte. Et c'est là où c'est relativement difficile. Si tu commences à te rendre compte que t'es pas bien sur un trail, tu peux éventuellement te dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'arrête? Je bois un coup, au prochain ravito, j'attends un petit peu pour voir. Mais là, c'est pas du tout le cas. Moi, je me sentais hyper bien et j'ai aucun souvenir de la fin. Donc, je pense que le cerveau déconnecte en premier et qu'après, c'est un peu les gens qui courent, tu sais, au radar. Et je pense que moi, c'est exactement mon cas. Et la seule manière de le savoir, c'est qu'il y a un bénévole ou un autre concurrent, un autre coureur à côté qui dit, tiens, lui, il est bizarre.
qui m'appellent et que, par exemple, je ne réponde pas ou autre. Et c'est là où c'est hyper intéressant sur une course de faire attention aux gens autour de soi, que ce soit pour les bénévoles, les secouristes ou même entre coureurs. Tu dépasses un gars qui avance pas alors que, bon là, j'étais dans les 15-20 premiers, tu vois. Donc, tu dépasses un gars qui, à ce moment-là, n'avance pas alors que bah, il était devant toi, donc dans les 15-20 premiers, c'est quelqu'un qui courait bien. Tu lui demandes si ça va. Et ça peut prendre 2 secondes, ça va? Si le mec te répond pas, déjà, bah, c'est qu'il peut y avoir un problème. Donc tu te soucies un petit peu de ce qu'il peut y avoir, quoi. Ça peut lui sauver la vie éventuellement. Ça paraît bête, hein. Mais une fois que ça nous est arrivé, on se dit comment ça aurait pu être évité, effectivement, et est-ce que quelqu'un aurait pu faire quelque chose pour moi avant, ou est-ce que moi-même j'aurais pu faire quelque chose? C'est pour ça que j'ai fait mon mémoire, du coup, bah, au DU. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça. J'ai fait mon mémoire sur les pathologies métaboliques liées à l'ultra-endurance. Euh, donc un peu ce qui m'est arrivé pour essayer de comprendre un peu plus et savoir effectivement comment j'aurais pu éviter la conduite à tenir avant la course, pendant la course, et ce que les équipes de secouristes peuvent faire. Voilà. Mais c'est extrêmement compliqué parce que tu vois, notamment sur Ultra, enfin des coureurs qui sont au radar, t'en croises tout le temps, quoi. Ouais. Ou des gars qui sont en train de dormir dans un fossé. Tu vois, sur l'UTMB, ils te filent même un petit dossard avec le drapeau de ton pays. Et puis, au verso, il y a marqué ne me dérangez pas, je suis en train de dormir. Alors, j'ai plus la phrase, c'est en Ouais, ouais. anglais, mais, Ouais, mais tu vois, je vois, ouais. alors que ça se trouve, le mec, il est dans le fossé, il est en train de faire un malaise, mais en fait, il a son petit drapeau, mais tu Ouais. vois, c'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué, hein. On est d'accord, hein. C'est pour ça qu'il y a des accidents comme ça qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit en plus sur des courses. Et voilà, après, c'est aussi à chacun à faire attention, à pas s'inscrire sur des courses pour lesquelles il n'est pas préparé, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut travailler avant la course, pendant la course. Moi, notamment, ce jour-là, il faisait extrêmement chaud, forcément. On était un peu en plein cagnard sur un versant sud. Il n'empêche que j'avais déjà couru à La Réunion, que à chaque fois que je vais en vacances dans le sud, je cours sur la Côte d'Azur. Des fois, il fait 35 degrés, je cours, et ça m'a jamais posé aucun problème. Et là, cette course-là, où tu montes à 2500 mètres d'altitude, euh, donc la chaleur est pas forcément écrasante, on se dit pourquoi? Il y a plusieurs choses, effectivement. L'hydratation, pas de problème, j'étais toujours bien hydraté. Quand je me suis effondré, les secouristes, bon, il y avait encore de l'eau dans mon camelbag, etc., alors qu'on était à 500 mètres de l'arrivée. C'est pas un problème d'hydratation. Mais au niveau de l'équipement, ça joue beaucoup aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut moduler. C'est-à-dire que un sac de trail assez important, moi j'avais toujours un sac de trail assez gros, parce que j'aimais bien partir vraiment avec mon eau pour tout le trajet, etc., pour être autonome en fait. Je m'entraînais un peu à ça. Euh, je trouvais ça plus intéressant d'être plutôt autonome. Et donc j'avais un sac de trail assez imposant qui prenait tout le dos. Et ben si ton sac prend tout le dos, forcément, c'est l'endroit par lequel tu transpires le plus et t'évacues le plus de chaleur. Donc ton sac, il t'empêche toute évacuation de chaleur. C'est quelque chose auquel on pense pas. Mais finalement, tu peux pas transpirer. Donc la première chose qu'on fait quand on va faire une rando ou qu'on court, quand on fait une pause, on enlève le sac à dos, on a le dos trempé. Voilà, c'est bête, c'est bête, mais finalement, Ouais. maintenant ils font des sacs de trail beaucoup plus petits, qui prennent par exemple que le haut du dos, etc. Ou il y en a beaucoup sur des courtes distances, 10-20 km, qui prennent juste une ceinture, tu sais. Je suis de plus en Finalement, c'est plus mieux. ouais, sur les ceintures. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et du coup, bah là, le sac à dos euh, a participé à ça. La casquette aussi, c'est bête. On dit, bah, pour pas avoir une insolation, tu mets une casquette, mais la casquette t'empêche énormément d'évacuer de la chaleur par le crâne. Ça joue aussi. Après, j'avais un t-shirt là je fais partie d'une team de trail, un peu, voilà, pour promouvoir les trails du coin ici. Cibo Trail, parce qu'ils organisent des trails magnifiques ici dans la Vanoise. Franchement, Vas-y, faut que fais tous ta les pub, c'est ton auditeurs moment. viennent. Je fais la pub pour eux. Ah, c'est vrai que les trails sont géniaux. C'est un parc national à Vanoise, à Pralognan. Tu as des courses tout l'été d'organiser tout ça, des ultras, etc., qui sont magnifiques. Le tour des glaciers de la Vanoise et tout ça. Les paysages sont fantastiques et magnifiques. Et je fais partie. J'accepte l'échec et le liquide. Ouais, je sais, tu m'as dit au début. Non, vas-y, je te laisse expliquer. Et du coup, enfin voilà, je fais partie de cette team, donc j'avais un t-shirt de la team de trail, sauf que c'était un t-shirt plus de représentation que de course que j'avais là sur le dos à ce moment-là.
Donc c'est un t-shirt assez épais. Et ben, Hmm. c'est bête, mais ça joue énormément. Ça aussi, parce que tu évacues beaucoup moins de chaleur. Voilà. Donc il y a plein de petites choses, tu sais, que tu peux préparer, etc. Euh, voilà, avoir une bonne acclimatation aussi, ça on n'y pense pas. Mais par exemple, tu vas courir dans un environnement chaud, tu vas faire le marathon des sables. Et effectivement, quand tu habites à Paris, t'as pas le même climat. Et normalement, ils disent qu'il faut une acclimatation de 7 à 14 jours à la chaleur. Personne qui va 14 jours avant sur son lieu où il va courir sa course pour s'acclimater à la chaleur. Tu vois. Mais c'est des choses à faire, normalement. Il faut préparer et tester en amont son hydratation, sa nutrition à l'effort, etc. Tout ça aussi, c'est c'est des choses qui peuvent permettre d'avoir moins de risques. Mais j'ai fait un Puis, petit flyers avec, excuse-moi 2 secondes, j'ai vas-y. fait un petit flyers avec mon mémoire. Si tu veux, tu le partageras sur la page si ça Bah, avec peut aider plaisir, les ouais, gens. bien sûr. Il faut rappeler que tu n'avais absolument aucun problème de santé avant. Aucun. Voilà. C'est ça qui est aussi important, de se dire, Ouais. tu vois, c'est mon cas. Enfin là, actuellement, tu vois, j'ai aucun problème de santé, et donc tout ça, tout ce que tu décris, ça peut aussi m'arriver. Oui. Faut pas, ça c'est souvent le cas de beaucoup, de se dire, ouais, mais peut-être que moi, je risque pas ça parce que si, parce que ça, j'ai toujours été en bonne santé, j'ai une bonne enfin, bref, blablabla. Mais si, tout le monde le risque. Ah mais oui, Sans c'est pour sûr. autant psychoter et paranoïer, mais Bien sûr. Ah mais c'est ça le problème, c'est que j'étais en pleine forme, j'avais 27 ans, tu sais, l'âge du Christ. Donc je, je me plais à dire que j'ai ressuscité 2 fois et lui qu'une seule et que c'était à son année, mais bon. Enfin, l'âge du Christ, non, pas l'âge du Christ, non, l'âge de, pas du tout, il avait 34 ans, l'âge de toutes les stars de rock qui sont décédées. Je leur ai ah, survécu, ça c'est beau. Euh, non, ouais, c'est sûr, j'avais aucun problème de santé et en fait, ils ont fait des recherches génétiques, etc., puisqu'il y a certains gènes qui peuvent éventuellement coder pour une hyperthermie, etc. Et je les ai pas. Ils ont fait des tests du coup à mes parents, à mes frères, etc. Et personne n'a ce type de problème. Donc c'est vraiment fortuit. Ça arrive comme ça un moment et tu t'y attends pas, comme la majorité des pathologies. Mais voilà, celle liée au trail, quand tu es habitué, et je suis pas parti faire un 42 bornes comme ça sur un coup de tête, quoi. J'étais entraîné pour, donc ouais, tu et l'as dit, 7 ans. j'avais déjà connu des situations beaucoup plus chaudes, etc. Et j'avais déjà beaucoup plus tiré tu vois, sur mon organisme. Je fais du ski de rando, du ski alpinisme et tout ça ici en hiver, ça s'y prête. Et bah, des fois, tu te mets au bout, en fait, dans les montées, etc. Ce que je faisais pas sur un trail de 42 km, puisqu'on sait tous qu'on ralentit forcément en fonction du dénivelé, donc, et puis de la difficulté. Donc, non, non, ouais, ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. Et s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est écouter son corps. Voilà, c'est bête, tout le monde le dit, tout le monde le répète, et on se demande toujours ce que ça veut dire. Bah, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un moment pendant la course où j'étais pas à l'écoute de mon corps, où mon corps m'a dit franchement là tu devrais ralentir, et que j'ai entendu les pas d'un mec derrière moi et je me suis dit oula celui-là il va pas passer? Peut-être, Et c'est pas. j'ai l'impression, enfin, tu vois, que c'est inévitable en fait. Si ça doit arriver, ça arrivera parce que se dire je risque un accident comme ça quand tu es en course, qu'il te reste quelques kilomètres avant l'arrivée, euh, tout le monde est dans le dur, tout le monde est dans le mal, tout le monde force, tout le monde, tu vois. Ouais. Enfin, comment se dire, bah là non, faut pas que, enfin, tu vois, t'aurais dû quoi, arrêter, abandonner, te stopper 5 km avant l'arrivée sur un 42 km, ça paraît, Ouais, surtout que tu vois. enfin, comme j'ai aucun souvenir, moi j'ai l'impression que j'étais bien. Après, est-ce que à ce moment-là j'étais si bien que ça? Je sais pas. Est-ce que c'est le choc post-traumatique qui a fait que j'ai complètement zappé les 5 derniers kilomètres de ma course? J'en ai aucune idée. Mais ouais, c'est surtout la conduite à tenir avant la course et le jour de la course au moment du départ. Si tu as un peu une routine, etc. Enfin voilà, écouter ton corps aussi avant, ne pas prendre d'anti-inflammatoires surtout et de médicaments avant de partir courir, être bien hydraté, avoir bien dormi les jours d'avant, ne pas courir quand tu es malade. C'est plein de petites choses mais qui peuvent diminuer énormément le risque. Hmm. Et
Et du coup, tu disais que les secouristes avaient aussi une action euh, qui pouvait être plus ou moins bonne et plus ou moins adaptée. Et du coup, pour eux, enfin, il faut faire quoi? Ouais, alors, je vais pas dire ce que les secouristes doivent faire ou ne pas faire. C'est sûr que moi, j'ai eu une expérience assez délicate, puisque je suis tombé, j'étais revenu euh, dans le village, hein, du coup, je me suis effondré, j'ai fait mon malaise sur le macadam près de la ligne d'arrivée. Donc les secouristes sont arrivés très très vite. Un mal pour un bien. Normalement un bien. Là pour le coup, en fait, ils se sont dit que bon voilà, j'avais une petite fringale, un peu déshydraté ou autre. Ils m'ont laissé plus d'une heure et demie à terre sur le macadam brûlant qui avait chauffé toute la journée, en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le bouge, etc. Apparemment, les secouristes qui sont arrivés tout de suite ont directement appelé une ambulance, le SAMU, et le médecin qui arrivait derrière, qui était le référent, l'a fait annuler. C'est ce qu'on m'a dit après. Donc lui, voilà, je sais pas, il a dû se dire mais non, c'est un petit malaise, il est jeune, il est en pleine forme, tout va bien aller. Il n'empêche qu'ils m'ont laissé plus d'une heure et demie avant de m'emmener, les pompiers m'emmener à l'hôpital en ambulance, tranquillement. Faut dire qu'ici, bon, t'as au moins 20 minutes, une demi-heure avant le premier hôpital. Et finalement, ils se sont dit, c'est un tout petit accueil, on va pas aller là, on va plutôt aller jusqu'à Albertville, qui est quand même à 3 quarts d'heure. Sur la route, ils étaient en train de me perdre et tout, ils devaient m'intuber, etc. Ils se sont quand même arrêtés à Moutier, donc au premier petit hôpital. Et en fait, de là, ça a commencé à s'aggraver. Ils se sont dit, on va pas aller à Albertville, on va direct aller à l'hôpital plus important, donc à Chambéry. Donc tu sais, il s'est passé encore une heure et demie. Donc il s'est passé au moins 3 heures avant qu'ils m'amènent à l'hôpital à Chambéry et qu'ils me prennent en charge. Et là, c'est un interne là-bas qui a dit, mais là, en fait, enfin, ils ont pris une température seulement à ce moment-là en se disant, mais il est beaucoup trop chaud, il fait une hyperthermie, il faut commencer à le refroidir. Donc, ils ont commencé le refroidissement aussi tard. C'est ce qui a entraîné un problème aussi grave. Voilà. Parce qu'il faut quand même savoir que si la prise en charge est rapide, ça permet quand même de réduire de près de 100% les risques de complications graves, voire de décès. Et ça, c'est hyper intéressant et du coup, c'est hyper enthousiasmant. Tu sais, tu te dis, bon, finalement, ça peut arriver à tout le monde, sauf que si c'est pris en charge rapidement, t'as quasiment aucune séquelle. Donc moi, l'équipe de secouristes, là, était complètement démunie. Ils avaient aucune idée, ils connaissaient pas les risques liés au trail de longue distance. Quand on parle d'ultra-endurance, on parle de course à partir de 42 km ou à partir de 6 heures. C'est comme ça que c'est documenté. Donc c'est quand même de l'ultra-endurance à ce moment-là. Et en fait, les secouristes, pour moi, qui participent à un trail, doivent avoir les connaissances spécifiques, à un trail ou à tout autre sport, mais doivent avoir les connaissances spécifiques aux pathologies qui peuvent être liées à ce trail ou à ce sport. Et là, Ouais, ça c'est en théorie. c'était pas le cas. C'est ça. En pratique, on sait bien que ce sont des gens qui sont de plein de bonne volonté, mais ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge pour souvent, et Ouais. c'est des gens qui font ça en plus d'une activité pro. Et Ouais. Puis ça euh, coûte extrêmement cher d'avoir des secouristes, c'est difficile d'en trouver qui bien soient sûr. formés, etc. Les organisateurs de trail peuvent pas demander les formations des secouristes. Vous êtes secouriste, oui. Est-ce que vous faites de la médicalisation de courses, de trail? Oui. Bon, bah venez. Enfin, ils peuvent pas leur demander leur diplôme ni rien, donc c'est normal. Et après, tu as des sociétés spécialisées. Bon, à l'UTMB, tu as Doc Ever qui médicalise aussi plein d'autres choses, et eux, ils sont spécialisés là-dedans, etc. Ils donnent des formations aux bénévoles, aux professionnels de santé, tout ça qui médicalise avant pour les sensibiliser à toutes ces pathologies, etc. Euh, Effectivement, là, c'est des choses qui risquent pas d'arriver, enfin, normalement, doivent pas arriver sur des trails comme ça où la médicalisation est très précise, quoi, très concrète. Hmm. Mais c'est pas le cas de toutes les courses, malheureusement. Donc du coup, tu arrives à l'hôpital, l'interne détecte que tu es en hyperthermie, ils te refroidissent, et ensuite? Ouais, encore une fois, c'est ce qu'on m'a raconté. Je peux faire Ouais, bien des sûr. erreurs parce que tu sais, j'étais plus là, moi. Finalement, le coma, c'est pas si mal. Tu sais, Euh, Ouais, je vois tout ce le que tu veux monde, dire. tout mon entourage, ma famille, ma compagne, etc. Pour eux, ils ont vécu l'enfer à ce moment-là. Moi, mon enfer a commencé quand le leur a cessé. Tu sais, au moment où ils m'ont réveillé du coma. 3 semaines après, moi, j'ai commencé à réaliser, etc. Je crois qu'il m'a fallu plusieurs semaines. Hein, j'étais à réaliser ce qui m'était arrivé. Et eux, bah, à ce moment-là, au moment de mon réveil, ils étaient heureux. Il y avait un gros décalage, ça c'est compliqué à vivre. Mais voilà, en fait, bah ouais, à Chambéry, du coup, dans la nuit, ça s'est aggravé.
Et ils ont dit qu'il y avait sûrement un risque, enfin que le foie il commençait vraiment à déconner et qu'il y avait un risque d'avoir besoin d'une greffe et tout. Et là, ils m'ont héliporté directement à Lyon, à la Croix-Rousse, où ils sont spécialisés là-dessus, greffe hépatique, etc., où l'équipe médicale est sensationnelle. Et du coup, ils m'ont sauvé la vie, donc je peux que dire ça, tu vois. Et où du coup, voilà, j'ai été héliporté et après j'ai été suivi, j'ai fait toute mon hospitalisation sur Lyon. Voilà. D'accord. Et La vie est belle. bah, ouais, non Je le mais répète 10 fois, mais c'est en fait, tu relativises tout quand il t'est arrivé quelque chose comme ça. Moi, je suis pas du tout du genre à me prendre la tête. Jamais, je l'ai jamais été. Euh, mais franchement, quand il t'est arrivé quelque chose comme ça, il y a plein de choses qui te passent tellement loin au-dessus, tu sais que. Tu vois, est-ce ça que fait du bien de le répéter de temps en temps. tu vois, là, on est en train de faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé, et ça te replonge un petit peu là-dedans, et tu vas peut-être te reprendre un shot de relativisation. Mais, Ouais. mais est-ce que, tu vois, souvent je me fais cette réflexion-là par rapport au voyage, tu sais, ou quand tu vas découvrir des destinations où les gens sont dans des conditions de vie bien plus pauvres que les tiennes, que Mm. l'écologie, c'est catastrophique, etc. Enfin, et puis tu prends conscience de la chance que tu as d'habiter en France, d'avoir tous ces systèmes de santé, d'avoir tous ces avantages que l'on a. Mais finalement, tu reviens à ton quotidien, et puis est-ce que tu vois, tu as tendance aussi à oublier, et Ouais. toi, est-ce que c'est quelque chose qui, tu vois, bon, avec le temps, Bah, reprendre ton train-train quotidien après. Euh, je pense pas. C'est sûr, sur la longue, il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être oublier ou ça fait du bien des fois de se le rappeler. Euh, mais j'y suis confronté tous les jours en fait. Bah, déjà parce que je suis greffé, je suis immunodéficient. Avec la situation, avec le Covid, tu sais, moi je dois être le seul mec. Enfin, euh, là sur le podcast, ou alors il y a peut-être d'autres greffés et d'autres personnes immunodéficientes qui ont déjà 4 doses, mais je dois être le seul à avoir 4 doses de vaccin. J'y pense tous les jours parce que j'ai des patients qui ont le Covid tous les jours en soins. Ils le savent que le lendemain, mais bon, tant pis. En fait, j'y pense tous les jours. J'ai mes anti-rejets, mes médicaments à prendre matin et soir, etc. Donc tout ça, en fait, ça rentre dans ta routine, mais ça te rappelle quand même que tu es en vie et que tout va bien, quoi. Voilà. Et j'ai écouté un podcast que tu as fait aussi avec Eric Lacroix sur l'abandon. hmm, Et c'est marrant, pendant que j'écoutais, j'avais envie d'intervenir, tu sais. Et de dire qu'en fait, l'abandon, c'est bien, tu vois. Il y a plein de gens qui pensent que abandonner, et là, vous étiez aussi dans cette situation de vous dire comme quoi, bon, fallait trouver les ressources pour continuer. Si on voyait quelqu'un, qu'on pouvait lui parler, lui donner les mots pour lui donner la foi et l'envie de continuer, etc. Et moi, je suis un peu maintenant qui m'est arrivé ça dans l'autre idée de dire, mais en fait, un abandon, c'est pas grave, quoi. Il faut relativiser une course. C'est une course. C'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est peut-être une passion, peu importe, c'est du sport. Et en fait, si aujourd'hui, tu finis pas la course que tu prépares depuis un an, parce que ça va pas, vaut mieux t'arrêter. Et puis, c'est pas un échec, enfin, peut-être, mais en fait, on s'en fout. T'as pris du plaisir, t'es allé jusque-là, ton corps te dit stop. Des fois, c'est bien aussi d'arrêter. Ta course, tu pourras la refaire l'année d'après, puis l'année encore après, etc. Alors que si tu pousses ton corps au-delà de ses limites, certes, tu vas peut-être finir ta course, et encore, c'est pas sûr, comme moi, tu peux t'effondrer juste devant la ligne. Euh, mais en fait, peut-être que tu pourras plus jamais la faire, ta course, tu vois. Et donc finalement, l'abandon pour moi, c'est pas un signe d'échec, etc. Des fois, t'as beau avoir le mental, si ton corps il vaut plus, il faut aussi savoir dire stop et se dire bah c'est pas grave. Dans un mois, je la ferai en off, et puis l'année prochaine, je me réinscrirai, et puis là, je la finirai, et puis je serai mieux préparé. C'est vrai que ce sujet de l'abandon, il est extrêmement complexe, parce que on parle souvent de tu t'arrêtes parce que tu es blessé, ou parce que ta barrière horaire elle est dépassée, mais finalement la blessure elle peut aussi être psychologique, Ouais. et te prendre une fissure du mental, c'est une forme de blessure, mais malgré tout il y a cet aspect-là aussi qu'il faut pas oublier, c'est que l'ultra c'est ultra cyclique. Il y a forcément des moments où tu vas être moins bien, et où tu vas avoir qu'une envie, c'est d'être bien tranquillement dans ton canapé au coin du feu. Et forcément, en fait. Et Comme du tout coup, le monde. cette étape-là, en fait, qui est juste
cette envie d'être ailleurs qu'il faut réussir à surmonter. Ouais, bien sûr. Tu vois, et c'est là-dessus où je pense que ceux qui abandonnent pour cette raison-là peuvent le regretter après. Après, forcément, quand il y a vraiment un gros ras-le-bol, qu'il n'y a plus de plaisir, qu'il y a ton corps qui me donne des signaux, etc. Bon, bah là, oui, effectivement, Oui, tu peux t'être clignotant à gauche, arrêté. fin de Ouais. l'histoire. Tu peux t'être arrêté à ce moment-là parce que ça allait pas du tout psychologiquement. En général, les gens n'arrêtent pas au premier coup de mou. De toute façon, tu le sens quand c'est psychologique. Tu commences à avoir une lassitude. Et c'est pas là où tu t'arrêtes. C'est si ça fait trois quarts d'heure, enfin ça dépend de ta durée de course forcément, mais si ça fait un moment que tu es vraiment en bas de la pente et que ça va pas et que tu sens que ce jour-là, de toute façon, tu feras rien de bien, effectivement, pour moi, abandonner ce jour-là, ça veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que tu es mal préparé. C'est parce que bah, ce jour-là, ça va pas, que voilà, tu feras mieux la prochaine fois. En fait, il faut juste relativiser. C'est sûr que tu peux t'en vouloir après, te dire, ah, je suis sûr que j'aurais pu continuer. Oui, mais peut-être pas. Et puis peut-être que si tu avais continué comme moi, tu serais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler. Hmm. Voilà, c'est bête, hein, mais on voit pas les choses de la même manière. Donc c'est facile à dire, entre guillemets, quand on a vécu ce que j'ai vécu, de dire, mais c'est pas grave, arrête. On en voit tous des récits de course où les gars ils ont des hallucinations, quand on leur parle ils réagissent plus, etc. Moi à chaque fois ça me fait frémir parce que je me dis finalement moi si ça m'était arrivé, enfin si quelqu'un était avec moi et qui voyait que j'étais dans cette situation-là, enfin maintenant euh, j'aurais rêvé qu'il m'arrête en fait, tu vois, ça m'aurait empêché toutes ces séquelles que j'ai et tous ces problèmes derrière. Maintenant peut-être que si on m'avait arrêté, j'aurais râlé, voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement complexe en fait Ouais. ce sujet et du coup alors donc tu te réveilles du coma et là je sais pas si tu l'as entendu et si les auditeurs l'ont entendu mais j'ai noté sur mon clavier la phrase que tu as dit mon enfer a commencé quand le leur a cessé. Ouais. Euh, Celle-ci elle va finir en citation sur C'est ça. euh, mais quel a été le chemin de croix à la suite? C'est compliqué. C'est compliqué à dire, surtout que j'ai plein de souvenirs, ça fait que 2 ans, mais j'ai plein de souvenirs qui s'effacent relativement rapidement. Ça, c'est la force du cerveau humain, tu sais, d'oublier ce qui est dur et de se souvenir que des bons moments. Et donc, heureusement d'ailleurs, hein, parce que j'ai tellement souffert à cette période-là que maintenant, quand j'y pense, finalement, elle me fait plus trop frémir, alors que c'était très sensible. Mais ouais, c'est difficile. Il paraît que j'ai demandé, tu vois, au bout d'une semaine, un truc comme ça, ma copine est rentrée dans la chambre, puis je lui ai dit, enfin, j'ai chuchoté, puisque j'étais intubé et tout, et puis j'avais plus de corde vocale, enfin, c'était compliqué. J'ai réussi à lui chuchoter, et je lui ai dit, mais j'ai été greffé, tu le savais? Alors elle a un peu rigolé, entre guillemets, en disant, bah ouais, ça fait 7 jours que t'es réveillé du coma, ça fait 7 jours qu'on te le dit, et que il y a vraiment un décalage entre ce que moi je ressentais et tout, et la faiblesse. Puis moi, j'étais sûr que de toute façon, je remarcherais plus jamais. Enfin, j'étais paralysé aussi. En quelques jours, j'ai commencé à pouvoir rebouger les doigts, etc. Mais toute cette situation où tu étais très sportif, très actif, autant dans ton métier où tu suis des sportifs, etc., que en temps normal, et où tu te dis, bah, en fait, ma vie, elle est terminée, quoi. Tu passes par cette étape-là, et puis après, quand bah, mon métier, c'est kiné, donc je sais ce que c'est, mais quand ils venaient pour me faire travailler la respiration, pour essayer de me mobiliser, pour me relever, etc., où, où j'avais juste envie qu'ils me laissent tranquille, tu sais. Et dans l'autre côté de ma tête, il y avait mon côté pro, mon côté kiné, qui disait, allez, faites-en plus, tu vois. Hmm. Mais c'est hyper compliqué, ça a été très, très, enfin voilà, très dur comme période. Et là, je remercie énormément bah, tout le personnel médical. Ils prennent en plus beaucoup sur eux depuis 2 ans avec le Covid, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Et à ce moment-là, enfin, vraiment, ils ont été géniaux avec moi, même avec ma famille et puis tout l'entourage, tu vois. Ça fait beaucoup, je pense, quand tu es dans cette situation-là. Nous, ils nous ont dit qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans la salle d'attente pendant qu'il y avait quelqu'un dans le coma, tu sais. J'ai des amis qui sont venus de partout en France, même de l'étranger, qui venaient. Alors que moi, j'étais dans le coma, donc finalement, c'était pas pour moi, c'était pour ma famille, c'était pour mes amis, pour ma compagne, pour soutenir. Et quand je me suis réveillé, il y a toujours eu du monde qui est venu, même quand j'étais en centre de rééducation après. L'entourage fait énormément. Et ça fait du bien. Et après, c'est la résilience. Quand tu es dans le centre de rééducation et que tu commences à pouvoir faire tes premiers pas avec des béquilles ou dans des barres parallèles, tu te rends compte que tu peux.
et que direct tu te vois penser, putain, j'y retournerai sur le trail et je vais le finir. Bon là, faut être un peu stupide. T'y es retourné? J'y suis retourné 2 ans après, là en juin, sur le trail de Moselle. J'ai tenu à, à mettre mon premier dossard sur ce trail-là. Euh, mais bien sûr, j'ai pas fait le 42. J'ai fait le petit, le 10 km avec 700 mètres de dénivelé. C'est déjà pas mal, tu vois. Mm. Mais j'y suis retourné. Je m'étais bien préparé pour ça. Je savais que j'allais le finir, qu'il n'y aurait pas de problème, etc. Mais j'ai tenu à remettre mon premier dossard sur ce trail-là comme un symbole, tu vois. Mm. La naissance d'une nouvelle vie. Mais voilà, j'ai eu des séquelles après. Hein. J'ai eu des béquilles pendant plus de 6 mois après, quand j'ai quitté le fauteuil roulant, etc. J'avais des pansements aux pieds puisque j'ai les pieds qui avaient nécrosé en réanimation, etc. Donc j'ai eu des sensibilités, j'ai eu des pansements aussi pendant des mois et des mois, etc. Ça a été très très long. Donc après, le temps de réussir à remarcher convenablement. J'ai fait de la kiné ici aussi pour récupérer. J'ai fait du pilate. J'ai commencé à faire du pilate pour ça. Du coup, après, je me suis formé. Maintenant, je fais du pilate avec mes patients, tu vois, pour me remuscler, etc. J'ai le yoga aussi. Ça m'a aidé tout ça. Et, Voilà. quels ont été les grands jalons, les grandes épreuves que tu as surmontées? En fait, tu nous as dit donc il y a eu le moment où tu étais complètement immobilisé. Ensuite, il y a eu le fauteuil roulant, les béquilles. Mm. Et ça a évolué sur à quelle échelle de temps tout ça? C'est-à-dire quelle échelle de temps? En fait, C'est-à-dire. ça a duré combien de temps chaque étape? Bah écoute, j'étais cloué dans mon lit quand j'étais encore à l'hôpital, là, sur les 2 mois. Euh, puis j'avais pas le droit de me sortir ni rien. C'est une aide-soignante ou une infirmière même qui, des moments sur son temps de pause, était venue pour me sortir, tu sais, en disant bon, normalement on n'a pas trop le droit, mais bon, j'ai demandé au médecin, il m'a dit d'accord, viens, on descend en bas, tu sais, dans le patio, donc elle poussait mon fauteuil jusqu'en bas. C'était pouvoir voir l'extérieur, le soleil et tout qui tapait. Et puis Lyon, c'est pas une ville trop moche. Bon, maintenant j'y mettrai plus les pieds, hein. J'habiterai plus à Lyon. J'y vais assez souvent pour tous mes examens, puisque j'ai des examens médicaux très régulièrement pour suivre tout ça. Mais enfin voilà, il y a eu ce moment-là, et puis après le départ pour le centre de rééducation où tu dis bon allez ça y est, je vais prendre ma vie en main et ça va partir. Puis arriver au centre de rééducation où tu te rends compte qu'en fait toi tu récupères et qu'il y a des gens à côté de toi le midi quand tu manges. Il n'y avait pas encore le Covid à ce moment-là, heureusement. Et les gens avec qui tu manges tous les midis ou les gens avec qui tu partages euh, les salles de soins, les salles de rééduc et tout ça, les salles de sport, tu te rends compte qu'il y en a certains, ça fait 3 mois qu'ils sont là, ils n'ont pas eu une once d'évolution, et que toi, en 2 semaines en semaine, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fait, tu arrives à te remettre debout, tu arrives à remarcher, tu arrives à commencer à porter une haltère, tu sais, tu vois que ton physique change, que tu récupères, et qu'il y en a d'autres qui restent sur place, quoi. Et tu te dis, bon, ça aurait pu m'arriver, et moi, j'ai la chance de récupérer, j'ai la chance de pouvoir reparler, de pas avoir, après 3 semaines de coma et tout ça, l'hyperthermie, ils savaient même pas en me réveillant si j'allais encore être là, ou si j'allais, excuse-moi l'expression, mais être un légume, tu sais, être vivant, mais Hmm. sans conscience, sans pouvoir parler, sans rien. Et en fait, j'ai tout récupéré, quoi. J'ai pas de perte de mémoire, j'ai récupéré toutes mes facultés, hein, je peux recourir. Là, tous les mercredis soirs, je fais ma petite course de ski de randonnée. Forcément, je force pas comme avant. Puis j'ai fait des croix sur certaines choses. Ma sangle abdominale est fragile, donc je me suis pas remis au basket alors que c'est le sport de ma vie, parce que j'ai peur de prendre des chocs, des coups, etc. Donc il y a plein de choses forcément qui changent. Mes habitudes de vie ont complètement changé. Mais il n'empêche que je peux faire tout ce que je veux euh, si je m'en donne les moyens, en fait. Donc, Et psychologiquement, enfin, ou neurologiquement, ou du moins au niveau de ton cerveau de façon plus générale, il y a eu des séquelles ou pas du tout? non, non, ça va. Écoute, j'ai jamais eu. On m'a déjà dit plein de fois d'aller voir un psychologue et tout pour en parler. Tu es mon psychologue aujourd'hui. Euh, mais non, C'est j'ai jamais eu le besoin, ressenti le besoin ni rien. Ça va bien, je le vis bien. Euh, Effectivement, il y a des gens autour de moi qui me disent, putain, c'est fou, l'abnégation et la résilience que tu as. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'être normal et de dire, bah écoute, de toute façon, si je vais pas de l'avant, qui le fera à ma place, tu vois. Donc relativiser ce qui nous est arrivé, puis voilà, plutôt se réjouir de ce qu'on a et, euh,
Et puis voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce DU trail running, tu vois. C'est que quand quelque chose manque de te tuer, essaye de le connaître, tu vois, mieux. Hmm. Et, euh, et je me suis vraiment plongé là-dedans cet été parce que j'ai lu peut-être 50 articles en anglais pour faire mon mémoire sur le sujet, etc. Tu vois, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Ça te replonge dans tout ça, mais moi, pour moi, c'est pas un problème de me replonger là-dedans. Tu vois, je le vis bien. C'est une étape de vie. Il y a des gens qui sont bien plus malheureux que moi, qui ont bien plus de problèmes finalement sur le long terme. Moi, j'ai énormément de chance, tu vois. Hmm. Ah, c'est très inspirant cette résilience qu'il y a souvent chez les personnes qui connaissent un drame comme ça et qui leur arrive et tu te rends compte que ces personnes-là se disent ben soit je m'effondre et puis ma vie est terminée, réellement terminée, soit je m'adapte. Et puis voilà, je prends l'exemple de Boris Girardi que j'ai reçu aussi, qui explique très très bien ça aussi. C'est cette capacité à rebondir qui est d'ailleurs il en a fait même un film qui s'appelle Rebond. Ouais. Heu, qui est nécessaire en fait, hein, et puis tu te laisses pas le choix. Après, moi, je suis peut-être pas le meilleur exemple. C'est vrai que pour moi, ça me paraît facile et ça me paraît normal. J'ai toujours été là-dedans. Peut-être que le fait que depuis que je suis kiné, depuis 2013, ça fait 9 ans, tu vois, j'ai toujours poussé mes patients à voir le bon côté des choses. Et je me dis aussi que moi, je peux pas voir le mauvais côté si j'ai toujours travaillé depuis 9 ans à leur dire que ça va bien se passer, qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent faire ça. Ok, ça c'est difficile, mais c'est pas grave. Regardez, il vous reste ça, etc. Je pense que ça a joué aussi. Et je pense que c'est aussi quelque chose que l'on apprend grâce au sport, et c'est une des valeurs du sport justement cette capacité à rebondir, à s'entraîner, à se relever malgré des défaites, des échecs, et ça doit aider aussi, tu vois? S'il arrivait la même chose à quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de se confronter à des difficultés comme ça, bah, ce serait beaucoup plus Mm. difficile, je pense. Ouais, des échecs, on en a tous eu. On en aura tous toujours, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sportif. Bah, faut passer au-dessus. De toute façon, on en aura d'autres encore. OK. Normalement, tout le Et monde en alors, a. justement, toi, maintenant, l'avenir, c'est quoi? C'est tes objectifs de sportif? Ah, ça c'est une très bonne question, à laquelle je sais pas trop répondre moi-même. C'est compliqué. Je me mets pas d'objectif précis parce que je sais pas ce que mon corps va pouvoir endurer et ce qu'il va pouvoir accepter. J'ai pas de contre-indication. Au contraire, même avec la greffe, etc., les anti-rejets, j'ai fait des contrôles cardiaques et tout va bien. Donc justement, les professionnels qui me suivent m'ont dit, bah en fait, allez-y, faites tout ce que vous sentez bon de faire, faites attention, forcez pas trop. Tu vois, je dois rester plutôt aux valeurs seuil, etc. Je vais pas pousser mon cardio à 200. J'essaye d'y aller tranquille et de reprendre petit à petit. Maintenant, de temps en temps, je pousse le cardio et ça me pose pas de problème. Je ressens rien. Donc, y aller progressivement. Et puis là, dernièrement, je me disais, tiens, tout le monde prend des résolutions pour la nouvelle année. Moi, j'aime pas faire ça, mais je me suis dit, tu vois, là, je vais avoir 30 ans. Je suis jeune, c'est beau. Je vais avoir 30 ans en avril. Je me suis dit, tiens, un petit 30 kilomètres pour mes 30 ans, pourquoi pas. En off, hein, je vais pas m'inscrire à un trail. Hein, du coup, j'ai pas d'idée de temps ni rien. Je m'en fous complètement. Je veux juste profiter, aller dans la nature, dans la forêt, puis me dire, putain, et que si fin avril, j'arrive à avoir 30 kilomètres sur ma montre, je serai le plus heureux. Et puis si je peux pas, je m'en fous. Enfin, tu vois, si c'est en août, ce sera en août. Si c'est dans un an, bah tant pis, ce sera un an. Et puis si je vois que mon corps il veut pas, par exemple, faire plus de 20 bornes, bah tant pis, quoi, ce sera 20. Et ça me conviendra très bien. Mais voilà, j'ai envie de reprendre, j'ai envie d'y aller, forcément pas sur du court. Enfin, ce que je veux dire par là, ouais, c'est que soit, comme maintenant je suis obligé de courir plutôt lentement, puisque je vais pas forcer, euh, je me dis peut-être que dans quelques années, bah, je pourrais faire 50 bornes, je pourrais faire 60, 80 bornes, peut-être, si je force pas en fait au niveau vitesse. Pourquoi pas? Écoute, je me mets aucune barrière. Maintenant, mon corps me dira ce que j'ai le droit de faire. Les médecins aussi, parce que je vais pas choisir tout seul. Mais écoute, voilà. Donc, reprendre le sport, un peu tous les sports, en profiter. J'ai rejoint une association qui s'appelle les Relais de l'Espoir. C'est une association pour promouvoir le don d'organes à travers le sport, qui est née à la base autour d'un triathlon. C'est Emmanuel Gasto, qui est greffé lui aussi, qui a créé cet asso.
Et en fait, c'est une association de triathlon. Tous les membres sont greffés ou alors sympathisants de greffés, professionnels de santé et tout ça, et courir avec, euh, avec l'adage le don d'organes. Moi, j'en parle. Donc l'objectif, c'est de faire parler, de montrer que même avec une greffe, on peut courir, on peut faire du sport, que le don d'organes, c'est un peu un don de vie et que les gens, ils peuvent revivre complètement après. Euh, voilà, bon, en parler et tout, parce que ça reste encore quelque chose dont on parle peu. Et on se dit toujours qu'en fait, quelqu'un qui est greffé, c'est une personne âgée, ou qui a eu à la limite un grave accident de la route ou je ne sais quoi, et puis qu'après, de toute façon, elle peut plus rien faire de sa vie puisqu'elle est greffée. Et montrer qu'en fait, là, dans l'équipe, il y en a qui sont extrêmement bons, quoi, qui vont faire, tu sais, des championnats du monde des transplantés, etc. Ah, Hmm. c'est super. Donc plein de projets aussi de ce côté-là. J'aimerais bien me mettre. J'ai acheté un vélo l'an dernier. Je change de sport. Je me diversifie. Et pourquoi pas faire du triathlon, etc. Faire des courses avec cette team. Et voilà, partager d'autres choses en fait. Toujours le partage. Donc toujours avoir des objectifs quand même un petit peu qui te font avancer C'est ça. progressivement, raisonnablement, et puis d'avancer comme ça. C'est Ouais. ok, génial. Et ça, c'est cool. Bah écoute, ouais, je sais pas trop, tu vois, là, je trouve ça hyper inspirant ce parcours, et puis ça donne, je trouve, beaucoup de force, et puis beaucoup de ça donne beaucoup aussi envie de relativiser, tu vois. Souvent avec ma femme on se dit, tu sais, quand commence à se plaindre un peu, et puis tu te dis ah putain, problème de riche. Ouais, c'est Euh, ça. C'est ça. et Puis toi, ben t'en as vu, t'as ton podcast justement. Enfin, je sais plus quel jour, mais tu disais que là pour 2022, tu voulais des histoires de vie et justement des gens qui ont eu des accidents ou alors qui sont plus en santé grâce à la course, etc. Enfin, et hmm. c'est un peu ça. T'en as interviewé d'autres qui avaient des histoires similaires à la mienne ou encore plus prenantes, ou enfin tu vois. Et donc finalement, toi aussi, ça te fait relativiser de discuter avec des gens comme ça, quoi. Clairement, parce Donc c'est bien. que j'ai reçu, alors il y a des épisodes qui sont pas encore sortis, mais j'ai reçu des personnes se sont servi du sport pour surmonter une séparation, de l'alcoolisme, Ouais. et voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, quoi. Faut surtout pas se sentir tout puissant, et puis se dire non, moi jamais, blablabla. Alors c'est une forme de protection aussi de se dire que Mm. ça t'arrivera jamais, Ouais, puis mais tout peut basculer du jour au lendemain. bien sûr, hein, les gens qui Ah, se retrouvent dans la rue, moi j'en ai ramassé, quand j'étais pompier de Paris, j'en ai ramassé des centaines, et que tu prends le temps de discuter un peu avec eux, c'est pas des gens qui ont toujours été dans la misère, hein. J'en ai un que j'oublierai jamais, c'était un architecte qui était très installé, situation financière exceptionnelle, et qui divorce, il tombe dans l'alcool, bim, 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 voilà. Donc ouais. ça peut tomber et arriver à n'importe qui, et puis il y a des problèmes de santé comme toi tu as eu, bah, tu nous partages que bah, ça peut arriver à tout le monde, et que du coup il faut vraiment profiter de l'instant présent. C'est facile à Ouais, dire, rarement facile à faire. c'est ça. Je vois ce que c'est, hein. Vous êtes confronté à des trucs en tant que pompier aussi, toi ex-pompier, où c'est compliqué. Mon meilleur ami est pompier, il m'en a raconté des belles aussi. Et il a été hyper présent pour moi, lui d'ailleurs aussi. Je lui fais un coucou à Rémi si un jour il écoute ça. Et ben Je fais ma pub. on salue Rémi. Parce qu'il habite à Lille et il a passé tout son été 2019 à Lyon, à Montchevet, tu vois. Donc il y a des gens comme ça, Euh, c'est c'est chouette. exceptionnel, c'est des pépites ces gens-là. Eh oui. Eh ben écoute, Jordan, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange? J'aime bien cette question. À la fin de Ah, tous tes podcasts, où à allez, chaque elle fois tu dis revient. forcément, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. Eh oui. Et voilà, mais bon, écoute, c'est pas, c'est déjà assez long. Les Vu que gens qui tu, écoutent des vu que tu podcasts l'as, aussi longs, vu que ils tu sont le pas connais, nombreux. tu as dû la préparer cette question. Même pas, figure-toi, figure-toi, même pas. Je réfléchis, mais non, écoute, ça va, à part remercier forcément encore une fois hein, les équipes médicales, ma famille et mes amis, mes parents et tout, qui ont vécu quelque chose de très compliqué, ma compagne Lola qui a été là tout le temps et tout, et ça fait énormément.
ça aide beaucoup. Parce que après, une fois que je suis rentré, je suis resté qu'un mois au centre de rééducation. Je l'ai pas dit, mais en fait, j'estimais que tout ce que je faisais au centre de rééducation, je pouvais le faire moi-même. Ouais, mais ça, c'est le côté kiné têtu. Et donc après, j'ai fait beaucoup de kiné à la maison et beaucoup de sport. Mais c'était mon aide-soignante. Elle a repris le travail qu'un mois après. Pendant un mois, elle s'occupait de moi parce que c'était compliqué. Elle était très forte. Voilà, et puis après, écoute, ouais aussi. Alors là, tout le monde va penser que tu es payé ou que tu as un billet avec la clinique du coureur. Mais j'ai fait des formations avec eux, notamment, je crois que c'était la première fois que Florence Morisseau faisait une formation. Tu sais, tu l'as déjà interviewée avec Blaise Dubois en 2014. Je crois que c'était une de ses premières. Elle était en formation pour être formatrice, la clinique du coureur. Enfin, bref. Et donc j'ai fait pas mal de formations il y a un moment déjà avec la clinique du coureur. Et eux, ils m'ont beaucoup suivi et beaucoup soutenu en fait quand j'ai eu mon accident. Ça les a beaucoup touchés et quand j'étais au centre de rééducation et tout ça, ils m'envoyaient des messages. Eux, ils t'en ont parlé à la réunion parce qu'ils avaient les guerriers du Grand Raid, tu sais. Oui. Et en fait, ils se sont tous cotisés, tous les speakers et tout, tous les participants de la clinique du coureur s'étaient cotisés pour m'envoyer de l'argent en fait pour nous aider. Ma compagne et moi et tout après, c'est ce qui a permis à ma compagne de payer le logement à Lyon pendant que j'étais hospitalisé et tout. Et c'est bête, mais tu vois, comme quoi, c'est pas juste un institut de formation, c'est aussi toute une famille derrière. Ah mais tu sais, si je suis ambassadeur pour la clinique du coureur, c'est vraiment parce qu'il y a cet esprit-là, Mm. enfin voilà, on sent la bonne équipe de joyeux lurons qui travaillent C'est aussi ça. professionnellement. Tu peux très bien mêler, ils y arrivent très bien à le faire, bonne humeur et sérieux dans le travail. Et ça, c'est quelque chose que si un jour je suis PDG d'une multinationale, j'espère pouvoir transmettre. Non, mais là, vu la pub que tu leur fais, là, t'es ambassadeur, mais un jour tu seras payé. Blaise, si tu m'entends, je sais. Et bah écoute, affaire à suivre. C'est ça. Bon, et bah écoute, merci beaucoup Jordan d'avoir participé à cet épisode de l'Instinct Outdoor. C'était un très grand plaisir, surtout depuis le temps qu'on devait l'enregistrer. C'est vrai. On a poussé ça longtemps. Tout vient à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? J'avais rien préparé, puisque comme on a dit hier soir, oh, on a qu'à se faire ça demain matin. C'est ça, c'est ça. Au pif. Ah, mais au fait, on n'a toujours pas enregistré. Ouais, mais on fait ça demain matin. Ok. C'est ça. Tout va bien. Bon, et ben écoute, très bonne journée à toi. Profite bien de la neige à Courchevel, et puis Elle arrive. peut-être à bientôt sur les sentiers ou ailleurs. Et bah ouais, volontiers, écoute. Si tu veux, je te ferai pacer sur un ultra un jour. Allez, vendu, c'est noté. On va dessus. Allez, ciao. Salut. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.